au point 3, rôle d'évaluation. Alors, ici, je vais céder la parole à M. Jean-Pierre Cadrin, de la firme Jean-Pierre Cadrin et Associés, qui va vous expliquer le nouveau rôle d'évaluation qui est disponible sur le site Internet, mais qui va être effectif pour le prochain compte de taxes en janvier. Puis je vous rappelle quand même que les élus vont ajuster le taux de taxe en fonction de cette évaluation-là. Puis on a aussi Mme Manon Courchaine, qui est notre trésorière, qui est ici dans la salle en support s'il y avait des éléments complémentaires que M. Cadrin n'aurait pas, mais probablement qu'il a tout pour pouvoir vous répondre. Alors, M. Cadrin, la parole, elle est à vous. J'ai une grande responsabilité. Bonsoir tout le monde, je suis contente de vous voir. Je viens vous voir une fois aux 3 ans, toutes les fois qu'on dépose un nouveau rôle. Vous vous souvenez que les rôles sont triennaux, donc les valeurs qui sont inscrites au rôle le sont pour les 3 prochaines années, sauf s'il y a des modifications sur la propriété, soit physique ou juridique, une nouvelle construction, des rénovations, une division de terrain ou quelque chose du genre. Ce soir, on va parler du rôle, de ce qu'on a fait cette année pour la confection du rôle. Les principaux points à l'ordre de la présentation sont l'équilibration du rôle comme tel, comment on fait un rôle, comment ça se concocte, les dates importantes à retenir à l'intérieur de ça. Et la partie la plus intéressante, c'est la variation des valeurs qu'on va retrouver de différentes manières pour voir un peu la municipalité de différents angles. Et à la toute fin, quoi faire si vous n'êtes pas satisfait de votre résultat? Il n'y a rien à faire, là, parce que dans le fond, vous savez que vous allez être satisfait de ça, fait que je n'ai pas de problème avec ça. Mais je vais vous le dire pareil. Si ça vous tente de jaser avec moi, je vais vous amener à en parler. Donc, l'équilibration du rôle. L'équilibration du rôle, dans le fond, c'est... si vous vous mettez dans la peau d'un acheteur, quelqu'un de l'extérieur, puis qui arrive ici à Magog, il va faire le tour un peu de la municipalité avant de décider de s'installer à un endroit ou à un autre pour différentes raisons qui sont propres à lui. Et ces raisons-là sont souvent semblables d'un acheteur à l'autre. Donc, la municipalité se divise en différentes portions qui remplissent des caractéristiques bien particulières. Vous voulez être, sur le bord de l'eau, bien, tout le monde en parle, puis ça va que c'est une localisation différente de ce qu'on a si on veut se retrouver à l'intérieur de la ville. Est-ce qu'on préfère se situer dans un milieu rural? Donc, puis même à l'intérieur de la ville, on va se localiser dans différents secteurs où on est plus près des écoles ou plus près des services, plus près de l'autoroute. C'est tous des éléments qui vont influencer l'acheteur à acheter une propriété à un endroit plutôt que l'autre. On se met dans la peau de l'acheteur et on essaie de réidentifier un peu les caractéristiques de chacun des secteurs pour pouvoir les différencier et analyser ces transactions-là qui ne sont pas nécessairement semblables d'un secteur à l'autre. Si on veut se situer autour de l'hôtel de ville, c'est une chose, mais si on veut être de l'autre côté de la rivière, ça va être une autre. Puis si on veut être sur le bord de l'autoroute, ça va en être encore une autre. Ça se peut que les facteurs qu'on détermine soient les mêmes à un endroit comme à un autre, mais c'est un hasard. Parce que le marché immobilier, c'est vos transactions. C'est les transactions qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir déterminer des taux et des facteurs. Dans le fond, on a déjà en main, parce qu'au courant de chacune des années, on tient à jour les dossiers d'évaluation, vos propriétés, les rénovations qui sont faites à l'intérieur de tout ça, les nouvelles constructions, on parlait de subdivision de terrain, donc la grandeur des terrains, le zonage, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre propriété? Je pense que la majorité des gens ici, c'est des propriétaires de propriétés résidentielles, mais on a des commerces, puis on a des industries, et il y a aussi des résidences qui sont localisées à l'intérieur de zonage commercial. Donc, à ce moment-là, encore là, la maison n'aura pas la même valeur que si elle était dans un secteur résidentiel. Ce sont tous des éléments auxquels on tient compte quand on fait l'analyse du marché immobilier. On va tenir compte
Les services d'aqueduc et d'égouts, les principaux éléments, là, le réseau d'aqueduc et d'égouts, le zonage municipal, on en a parlé, sa localisation, l'accessibilité. L'accessibilité, l'exemple simple, c'est un terrain enclavé. L'accessibilité n'est pas simple. Ça nous prend un droit de passage pour passer ailleurs. Cette propriété-là ne vaut certainement pas la même chose que si vous avez front sur une rue. C'est les différents éléments. En gros, là, hein, il y en a peut-être un peu plus que ça, mais en gros, qu'on tient compte, ça vous donne une idée de où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Après ça, quand on analyse les transactions comme telles, on divise ça en plusieurs parties. Une première, on fait l'évaluation des terrains. On cherche toutes les ventes de terrains vacants, puis avec encore là, des taux, puis des facteurs qu'on va appliquer, puis qu'on va réanalyser. Fait qu'on fait la valeur du terrain, puis ensuite de ça, on va faire la valeur du bâtiment. La méthode de base pour faire la valeur du bâtiment, c'est la méthode du coût. Elle est facile. Hein, un 2x4, ça se vend chez Rona, BMR ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est le coût de construction d'une maison. Vraiment détaillé pour savoir combien est-ce que ça va coûter pour construire cette maison-là. Elle ne peut pas valoir plus cher que ce qu'elle coûte à construire. C'est un principe de base. On a 2 terrains vacants, il y en a une qui se construit, puis finalement, 6 mois plus tard, on veut la vendre. Bien, le terrain vacant à côté, si on y met la même maison, on pourra avoir de la difficulté à vendre plus cher que ce que ça va avoir coûté pour en construire un autre à côté. C'est un principe de base. Donc, le coût de construction, c'est une chose. Après ça, on tient compte des dépréciations physiques, fonctionnelles, économiques. Physique, bien là, c'est l'âge de la maison, le vieillissement des matériaux. Fonctionnel, on voit ça plus dans le vieillissement. Les méthodes de construction qu'on avait dans les années 50, dans les années 30, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, on peut remarquer des désuétudes fonctionnelles sur une propriété. Et la troisième, c'est la désuétude économique. Elle, c'est tout le secteur qui va être englobé à l'intérieur de ça. Donc, si on est à proximité d'un milieu industriel ou du parc industriel ou quelque chose du genre, ça se peut que les gens soient moins intéressés d'aller se localiser là. Donc, en quelque part, on va tenir compte aussi de cette dépréciation-là avec les transactions qui vont s'effectuer. C'est toujours les transactions qui viennent nous dicter quels sont les taux et les facteurs qu'on va utiliser. Une fois qu'on a appliqué ces différents taux et facteurs à l'ensemble des propriétés dans la municipalité, bien, on a un résultat. Ça ne finit pas là. On va comparer ces résultats-là avec les transactions elles-mêmes qui nous ont servi à faire la valeur, parce que là, on prend des taux, des facteurs, on fait des moyennes là-dedans, hein, des statistiques, mais on sait bien que 2 maisons pareilles, identiques, vont se vendre avec un vendeur et un acheteur différents l'un de l'autre, puis ils ne se vendront pas le même prix. Mais moi, je vais avoir la même valeur dessus. Donc, en quelque part, je vais avoir appliqué les mêmes taux, les mêmes facteurs, mais il y en a une qui va s'être vendue, je ne sais pas, 250 000, puis l'autre va s'être vendue 265 000. Bien, il est possible que je sois en quelque part entre les deux comme valeur inscrite au rôle, mais les deux vont avoir la même valeur. Les deux vont payer, en fait, la même taxation. Ces 2 maisons semblables. S'il y avait à se revendre, bien, possiblement qu'ils pourraient se revendre même le même prix. Mais ça, c'est le marché immobilier. Un bon acheteur et un mauvais acheteur, vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire? À ce moment-là, c'est carrément de dire, la loi le dit, c'est la valeur la plus probable. Donc, il peut en avoir plusieurs valeurs sur une même propriété, mais quelle est la plus probable qu'on va obtenir? Bien, c'est l'ensemble de nos transactions qui vont faire ça, qui vont nous aider à faire ça. Et une fois qu'on a fait tout ce calcul-là, avec les ventes, c'est une chose, mais celles qui ne se sont pas vendues, on va la comparer avec l'ancienne évaluation, c'est-à-dire la variation. On va voir ça tout à l'heure, les augmentations de valeur d'un secteur à l'autre, d'une catégorie à l'autre. Bon, bien, c'est normalement dans le même secteur, ça devrait varier pas mal d'une façon semblable. Il peut y avoir des exceptions, et on peut avoir fait du maintien d'inventaire. Le maintien d'inventaire, c'est la visite systématique des propriétés auxquelles on n'a pas pris de permis de construction. On visite l'ensemble des propriétés sur une période de 6 ans. Bon, il y a des absents à l'occasion, on va essayer de les rencontrer et autres, mais on a une bonne description en principe. Notre inspecteur visite la propriété à l'extérieur, puis
regardez, ce qui se passe à l'extérieur de la propriété est fort probablement semblable à ce qui se passe à l'intérieur de la propriété. Fait que, en quelque part, c'est quelque chose qu'on a de relativement correct, même si on n'a pas pu la visiter dans les 6 dernières années. On va essayer de contacter le propriétaire et de faire des choses du genre. Ce n'est pas toujours possible, mais on aura la possibilité de pouvoir corriger une situation particulière avec le dépôt du rôle. Ce qui fait qu'en comparant les deux évaluations, celle du dernier rôle et celle du nouveau, on voit les variations, puis on voit les grands écarts qui peuvent se produire sur une propriété auxquels on va mettre plus d'attention au niveau de l'analyse comme telle. Et OK. Maintenant, au niveau des dates importantes, le rôle d'évaluation a été déposé en septembre 2024. Il rentre en vigueur le 1er janvier 2025 et notre date d'évaluation, la date de référence au marché immobilier, c'est le 1er juillet 2023. Donc, c'est la loi qui nous dit à quel moment on fait les valeurs et ça nous donne un peu de temps quand même. Là, si on avait la date d'aujourd'hui ou la date du 15 septembre pour faire les valeurs, ça n'aurait pas de bon sens. Ça me prend un délai quand même pour pouvoir faire ces études, ces analyses-là. Donc, la loi dicte 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle. Je simplifie un peu la définition de la loi, là, parce qu'elle n'est pas le fun à lire. Mais, comme bien des choses à l'intérieur de ça, mais ce que ça signifie, c'est que 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle, c'est la date de référence pour faire les valeurs des propriétés. Donc, on a analysé les transactions de 2023, 2022, puis on n'est pas allé trop loin en 2021. Si on allait en 2021, c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de transactions dans ce secteur-là. La croissance des valeurs, bien ça, je ne vous le cache pas. En tout cas, j'espère que je ne l'apprends pas à personne. Ça a été faramineux dans les 4 dernières années. Là. Ça a été astronomique même. Et donc, plus je m'éloigne du 1er juillet 2023, plus je risque de faire des erreurs. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de se retrouver à l'intérieur de cette année et demie-là, avant notre date d'évaluation. On a regardé aussi un peu après qu'est-ce qui se passait. Je vous donne un scoop. Ça continue à augmenter, mais moins rapidement que ça l'était avant. C'est peut-être correct aussi qu'on ait un ralentissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, où, avant la pandémie, appelons ça comme ça pour la transition, parce que je ne suis pas prêt à dire que c'est la pandémie qui a fait augmenter les valeurs. Ça, c'est une autre théorie, puis la semaine prochaine, si vous revenez ici, je vous réexpliquerai qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça. Non, c'est une blague. Mais la croissance des valeurs a été astronomique de 2020 à 2023, puis en 2023, ça l'a ralenti. On a vu des 20-25 d'augmentation par année pendant les 20, 21, 22. On est à moins que ça à l'heure actuelle. Je vois des gens qui me disent « Oh, ouais, mais on est peut-être plus aux alentours de 10 que de 25. » Mais la croissance est encore là. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, là, mais je pense que oui. C'est toujours un actif, nos maisons. Là. On ne souhaite pas à ce que ça régresse, ça va continuer à progresser. Puis on est dans une belle région, il ne faut pas se leurrer, là. L'Estrie est quand même en demande. Puis c'est une région qui va, je pense, continuer à progresser comme ça. Des lacs, des nouveaux lacs, il n'y en aura plus. Personne ne fait de commentaires, hein, mais c'est ça. C'est que les propriétés en bordure des lacs, les milieux qu'on a à l'heure actuelle, sont des milieux qui sont très en demande. Peut-être que la demande va être moins forte, mais les valeurs vont toujours être là. Ça va pour les dates. On a un tableau, c'est écrit petit, par exemple. Je vais juste m'assurer que j'ai le même parce que j'ai comme la... Ben oui, c'est la même chose. Excellent. Bon, on voit là que ça, c'est... Bon, on va lire le titre, c'est plus simple. Là. Données comparatives de l'ensemble des catégories. Donc, on a divisé la municipalité par catégorie d'immeubles. On va lire la colonne de gauche qui dit résidentiel, industriel, commercial,
agricoles, terrains vacants et non imposables. Les non imposables, c'est les écoles, les églises, les bâtiments de la ville, des choses du genre. Donc, on voit en haut que les propriétés résidentielles couvrent 81% de l'ensemble des dossiers dans la municipalité. C'est pas une augmentation, là. C'est qu'on a 81% des propriétés de la municipalité sont des propriétés résidentielles. Et on a 1,6% des propriétés qui sont des propriétés industrielles, 6,9% commerciales, ainsi de suite, pour donner 100% des propriétés dans la municipalité. Tableau suivant où on voit la variation des valeurs en fonction de leur utilisation. Cette même utilisation-là qu'on avait dans le tableau précédent, on voit que les propriétés résidentielles, elles, augmentent de 49%. Tout au bas, vous allez voir l'augmentation du rôle qui est de 45%. L'écart n'est pas trop grand, c'est pas trop pire, c'est moins pire qu'il y a 3 ans pour ceux qui avaient suivi l'histoire à ce moment-là, là. Et les propriétés industrielles, on augmente de 31%, les propriétés commerciales de 25%, les propriétés agricoles de 47%. Les propriétés agricoles sont les propriétés de grande superficie. C'est pour ça que vous en avez 96. Ailleurs, dans le tableau, je touche pas à ce tableau-là, mais ce ne sont pas nécessairement toutes des propriétés où on fait de l'agriculture. Ça peut être du boisé, ça peut être des grandes surfaces, des choses du genre. Enfin, les terrains vacants, 61%, et les propriétés non résidentielles, 26%. Le tableau suivant, on va voir la variation des valeurs en fonction du nombre de logements. Donc, les propriétés de 1 logement, il y en a 8014 et à l'extrême droite, il augmente de 50,3%. C'est à peu près la même chose que l'ensemble qui était à 49. 2 à 3 logements augmentent de 46%. Les propriétés de 4 logements et plus de 27%. Les autres propriétés résidentielles, ce sont des propriétés, dans le fond, qui sont soit un garage, une vieille grange sur un terrain en quelque part qui est codifié à l'intérieur de ces propriétés résidentielles-là, mais qui augmentent de 35%. Et les condominiums, 62%. Ensuite, on voit la répartition en fonction avec la moyenne des valeurs. Combien est-ce que vaut en moyenne une résidence unifamiliale? Il vaut 576 000 $. Ça, ce sont les propriétés dans la municipalité non riveraine. Si on regarde les 2 à 3 logements, on est à 544. Bon, les 4 logements et plus, ben là, c'est un peu compliqué de dire 978. C'est un chiffre, c'est une statistique, point, là. Et puis, on va dans les condominiums. Un condominium, en moyenne, vaut 382 000 $. Là, il y a beaucoup de chiffres, là. J'ai remarqué aujourd'hui là, qu'après la virgule, on avait 3 chiffres, là. C'est pas 382 000, mais c'est pas 382 millions, mais 382 000 piastres. C'est le tableau qui est un peu croche, si on veut. Dernier tableau où on a la variation des valeurs en fonction des secteurs riverains. Oups, ça c'est intéressant. Donc, au lac Lovering, une propriété vaut en moyenne 747 000, mais l'augmentation est de 54 %. C'est le secteur qui est le plus en croissance. Pas surprenant, c'est une question de pouvoir d'achat. Les propriétés valent un peu moins cher là-bas, donc on a un peu plus les moyens d'acheter ces propriétés-là, puis on est prêt à payer un petit peu plus en termes de pourcentage, mais on n'atteint pas les chiffres astronomiques qu'on voit ailleurs. Bon, le lac Magog est à peu près semblable, avec une valeur de 799 000. Et sans surprise, au bord du lac Memphremagog, ça vaut 1,6 billion, grosso modo.
Et qu'on soit d'un côté ou de l'autre du lac, du côté est ou du côté ouest, cette fois-ci, ça n'a pas toujours été comme ça, mais cette fois-ci, la valeur moyenne d'une propriété sur le bord du lac Memphremagog, c'est 1,6 million. Maintenant, si vous avez des doutes ou si vous avez tout simplement un questionnement sur comment ça procède, bien là, j'en ai dit pas mal, mais comment ça procède pour votre propriété, vous pouvez toujours nous appeler. Vous avez à l'écran le fameux numéro de téléphone magique, 819-843-3635. Et les évaluateurs sont là chez nous pour pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Ils vont regarder, ils vont prendre votre dossier, ils vont examiner à l'intérieur de votre dossier d'une façon générale, parce que là, on n'ira pas rechercher des transactions directement pour ça. Mais est-ce qu'il y a une erreur dans votre dossier? Est-ce que ce que vous nous parlez, c'est quelque chose qu'on avait dans votre dossier, pour lequel on a tenu compte de la valeur? À ce moment-là, on va pouvoir vous le confirmer ou vous dire un peu qu'est-ce qu'on en pense. Les délais. Première chose à faire, vous nous appelez. Vous nous appelez, on se parle, on a des choses à se dire. Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire d'une façon officielle une demande de révision. Il y a un formulaire qui existe, qui est en ligne de toute façon, et c'est le même formulaire à travers le Québec. Fait que si vous allez sur les sites du gouvernement ou quelque chose du genre, la demande de révision est un formulaire du gouvernement et c'est le même à travers le Québec. Fait que vous pouvez prendre celui-là. Vous faites votre demande de révision, il y a des frais. La MRC a un règlement qui exige des frais pour la municipalité, la ville. Parce que la MRC aussi en a un, mais la ville a un règlement qui exige des frais pour le dépôt d'une demande de révision. Cette demande de révision-là nous est envoyée et là, on va faire un travail plus exhaustif sur votre propriété que juste celle où on vous a parlé au téléphone. Donc, on a jusqu'au 31 août, jusqu'à la fin du mois d'août pour pouvoir vous répondre. Attendez-vous pas à ce qu'au courant du mois de mai, on réponde à tous ces dossiers-là. On attend plus l'été pour aller visiter les propriétés puis réexaminer le dossier. Et si jamais vous êtes... Bon, on peut s'entendre sur un résultat une fois qu'on a pris considération des différents éléments puis qu'on aura fait une étude sur votre terrain. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire une requête au tribunal administratif avec notre réponse. Puis là, vous avez, il y a un premier délai de 30 jours qui nous permet encore de s'entendre après le 1er septembre, mais vous avez 60 jours après le 31 août pour faire votre requête au tribunal administratif. Il n'y en a pas beaucoup qui se rendent là. Pas qui vont au tribunal? Peut-être, je vais vous demander, juste... Non, mais il n'y a pas de problème, là, c'est juste pour que les gens... Est-ce que vous aviez terminé, monsieur... Oui? Merci, bonne soirée. OK, mais là, merci, bonne soirée, mais merci. Avez-vous des questions? On est rendu, puis là, monsieur, vous allez pouvoir... N'hésitez pas, là, oui. Vous pouvez venir, c'est parce que les gens de la salle vous entendent, mais les gens, vu que nous sommes télédiffusés, bien, pour qu'ils puissent eux aussi comprendre votre question. Donc, on vous demande, on a une période de questions de 15-20 minutes, là. On va essayer d'épurer la période de questions. Alors, vous nommez, posez vos questions, parlez bien dans le micro, toujours pour que les gens vous entendent. Et la parole, elle est à vous. Je m'appelle Michel Gagnon, de la Douce-Montée, Magog. Combien vous pouvez avoir de demandes? De révision? De révision? Ça tourne entre 1/4 et 1/2%. Puis là-dessus, il y en a combien qui gagnent? Je parle du citoyen. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Ça va dépendre. Les valeurs ont augmenté beaucoup. Il y a plus de détails auxquels on tient compte aujourd'hui qu'on a de la difficulté à considérer à l'intérieur de ça. Mais c'est du 50% de ça, je ne sais pas. Ça pourrait tourner aux alentours de ça. Puis mettons qu'on voudrait avoir un tuyau. Les détails, ça serait quoi à peu près? Non, on n'est pas beaucoup. Regardez, on est beaucoup. Non. Mais blague à part, c'est des éléments physiques que vous allez vivre sur votre propriété. Quelque chose où vous avez de l'infiltration d'eau, vous avez un vieillissement prématuré de quelque chose. Ça peut être quelque chose du genre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
Merci. Bonsoir. Bonsoir, Pierre Charette. Bonsoir, M. Cadrin. Bonsoir. J'aimerais juste dire trois petites choses pour vous. J'ai deux, trois petites choses pour vous. Je voudrais savoir la valeur des terrains. Est-ce que normalement, ça ne devrait pas fluctuer d'un rôle à l'autre? Ah oui. D'un rôle triennal? Oui. Oui. Bien, c'est le fun que vous embarquiez sur cette question-là. Vous savez, quand on augmente les valeurs, quand le marché immobilier augmente de 25 ben, c'est pas surtout la valeur de la maison qui augmente de 25 parce qu'elle, on l'a dit tout à l'heure, c'est un 2 par 4. C'est un coût. Ouais. Tandis, donc, l'au-delà là, du coût de la vie, mettez-le à 4 ou 5 ça va aller sur le terrain. C'est donc lui qui prend le gros de l'augmentation de la valeur. Parce que je vous pose la question, parce que quand je remarque mon rôle d'évaluation, oui. Je remarque souvent que la propriété va monter et le terrain va descendre. Pas cette année, selon moi, parce que vraiment, là, au niveau du rôle... Je n'ai pas entendu votre réponse, madame. Je pense que cette année, ça serait surprenant que ce soit le cas, parce que vraiment, on le voit que les terrains vacants, la moyenne, c'est 61,5 bien, pas terrains vacants, mais même les terrains. Quand on divise, on voit sur nos rôles, bâtiments et terrains, les terrains prennent quand même beaucoup de valeur, là. Hein, M. Cadrin? Oui, ça me surprend beaucoup d'avoir cette remarque-là. Moi, j'ai remarqué sur mon rôle que ça... La valeur a diminué sur le terrain. Le bâtiment monte ou vice-versa? Ben, la plupart du temps, le bâtiment monte. Si le bâtiment, s'il y a un inversement, l'inverse se produit, il se pourrait que dans le passé, on ait mis ce qu'on appelle une désuétude économique, qui est une désuétude de secteur, et que la demande pour ce secteur-là a augmenté, et que là, la valeur des bâtiments a pu, cette désuétude-là économique a été soustrait de son calcul, si on veut, et que là, bon, bien évidemment, là, c'est la bâtisse qui va augmenter. Okay. Mais que le terrain diminue, ça, c'est plutôt rare. OK. Vous m'appellerez, puis je regarderai votre propriété, puis j'augmenterai la valeur de votre terrain. C'est correct. Je vous fais confiance, c'est vous l'expert. Ça me fait plaisir. J'aimerais, deuxième chose, quand il y a, exemple, comme dans notre secteur des bulles immobilières, ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de monter. À un moment donné, est-ce que vous avez des leviers ou vous n'avez aucun levier pour, j'allais dire, contrôler ça, là? Écoutez, mes cheveux blancs trahissent mon âge là, et l'expérience que j'ai. C'est très, très rare que le marché immobilier va baisser, si on veut. Il va se stabiliser. Puis il peut se stabiliser sur plusieurs années, 6-7 ans, peut-être même 10 ans. Mais moi, je fais la MRC ici depuis 30 ans, depuis 1993. J'ai jamais vu ça ici. J'étais à Montréal auparavant, j'ai acheté en 89, j'ai revendu en 97, 10 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, et j'ai vendu le même prix que j'avais payé. Exactement. Ce qui fait que là-bas, le marché immobilier s'est stabilisé pendant une dizaine d'années ou 7-8 ans, tandis qu'ici, on était encore en progression. On est dans un secteur qui est en demande. C'est ça qui fait en sorte que, dans le fond, la croissance de valeur se fait et se vit. OK. Non, c'est juste parce que je me dis, à un moment donné, les gens n'auront plus les moyens d'acheter. C'est ce que j'ai pensé longtemps à bien des moments. Entre autres ici, là, quand on regarde le bord du lac, là, je disais, mon Dieu, ça n'a plus de bon sens, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a pas plus de bon sens aujourd'hui que ça ne l'avait il y a 15 ans. Okay. Et puis, je me souviens, entre autres, d'avoir dit à M. Nicolette à l'époque, sur le bord du lac des Sistelles, j'ai dit, M. Nicolette, cette propriété-là, cette résidence-là, bien ordinaire, c'est vendu 400 000 $. On était à la fin des années 90 à peu près. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Ben, aujourd'hui, elle vaut probablement 1,2 ou 1,3 million. Je veux dire, ça n'arrête pas, c'est le pouvoir et c'est le désir. Et les gens achètent avec le trip, hein? Ils n'achètent pas avec... C'est pas rationnel, l'achat d'une maison. Okay. En tout cas, il y a peut-être des gens qui le font, mais c'est pas la majorité. Parfait. Dernière chose, quand j'ai vu 62% sur les condos, la variation, c'est par rapport au taux des maisons
à 50 là, les maisons particulières. Qu'est-ce qu'il a varié entre les deux pour les condos, soit 62 Je ne peux pas vous répondre plus que de vous dire que c'est les ventes ou les transactions qui nous ont amenés là. Il peut se créer une stabilité plus différente d'une catégorie d'immeubles à l'autre. La croissance a été rapide. C'est beaucoup, 62 quand on a en majorité là, aux alentours de 45 à 50 là. Est-ce que ça va se stabiliser? Ça, je l'ai vu ici à l'époque dans le canton de Magog. Je peux pas... Écoutez, j'avais une boule de cristal et je m'en sers plus. Elle n'était pas bonne. Fait que je ne parle plus d'avenir. Parfait. Merci, M. Cadrin. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Cadrin. Bonjour. Mon nom, c'est Alan Smith et je suis membre de la 4e génération des Smith à Magog. Alors, on a vu des augmentations des valeurs immobilières au fur des années, certainement. Vous avez dit dans la tribune que, en moyenne, les valeurs sont augmentées de 46 grosso modo. Mais, et je suis très content d'avoir vu vos statistiques selon différents types de propriétés parce que ça donne une saveur de comment c'est reparti, ces évaluations. Mais le tableau que j'aimerais voir, que vous n'avez pas présenté, mais je suis persuadé que vous pouvez le confectionner facilement, c'est de nous montrer Magog a 8 districts avec une population à peu près équivalente. Pouvez-vous nous fournir un tableau qui montre les 8, chacun individuellement, la moyenne des valeurs augmentées de chacune de ces propriétés-là? Je ne l'ai pas fait, là, et je ne connais pas les districts. Mais, très, très franchement, c'est sûr que ça peut se confectionner. Il y aurait certainement du travail à faire. Je pense qu'il y aurait un grand intérêt, certainement de mon part, mais je pense que je parle pour beaucoup de gens qui aimeraient voir, parce que les représentants sont ici et c'est certainement inégal, parce que 46 c'est une moyenne. Donc, il y en a qui sont au-delà, puis d'autres qui sont en bas. C'est ça. Et ça nous donnerait la gamme et le secteur dans lequel les augmentations sont concentrées. Et ces districts sont bien définis géographiquement. C'est assez facile à Mais j'aimerais connaître pour quelles raisons vous trouveriez important que M. Cadrin sorte une telle information? Parce que on aimerait savoir comment les augmentations sont réparties dans les 8 districts de Magog. Bien, les augmentations, je pense que M. Cadrin peut vous expliquer que ce n'est pas une question Non, il district. n'a pas donné ce chiffre-là. C'est que le chiffre, c'est très simple, ma question. Est-ce que vous vous opposez à ce qu'il divulgue cette information-là? Si vous me permettez, votre question, elle est simple. Pardon? La réponse est compliquée. Je n'ai pas l'information des districts. Mes unités d'évaluation, ils ne sont pas, définis par district. J'ai du problème avec ça parce que si vous êtes capable d'identifier Lac Lovering d'une certaine façon ou d'autres districts, vous le faites d'une certaine façon, mais les contours des districts sont bien définis parce que c'est électoral. Il faut être capable de les identifier sur une carte individuellement. Oui, et vous avez les adresses civiques. Le bordure du lac, juste un instant, le bordure du lac de n'importe quel lac, c'est simple parce que moi, c'est mon analyse de marché immobilier. Dans cette analyse-là, je fais ressortir toutes les transactions qui ont un front sur le lac. C'est une donnée que j'ai. Pour moi, ça, c'est simple. Ce que vous me demandez, c'est compliqué. Ça ne devrait pas être si compliqué que ça. C'est géographiquement et politiquement Parce que moi, ce que déterminé. je veux quand même, c'est parce que l'évaluation, c'est fait vraiment par un évaluateur indépendant et c'est la maison où elle est située avec tous les éléments qu'il vous a expliqués au début qui nous détermine quelle est la valeur. Alors, j'essaie de voir pourquoi on veut comparer, connaître, avoir des informations sur les districts. J'aimerais ça entendre qu'est-ce que ça vous donnerait d'avoir, puis de toute façon, l'évaluateur, il n'est pas là pour
commencer à sortir des données comme ça au niveau des districts. Il est là au niveau indépendant pour regarder la valeur de chaque maison. Non, par non, rapport non, non, à c'est leur- pas ça que je demande. C'est pas chaque maison. Ce que je demande, c'est les districts. On représente tout de même, on a 8 districts avec chacun un représentant dans la municipalité. Et il me semble les citoyens de chaque district devraient savoir dans leur secteur combien en moyenne les évaluations sont augmentées. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas prêt ou il manque de volonté de le partager, Je vais demander cette peut-être à information, M. Cadrin, ça, c'est une est-ce autre qu'il a affaire. l'habitude de se faire poser ce genre de questions, puis est-ce que ça donnerait est-ce que c'est important, puis il y a un lien à faire entre le dépôt du rôle d'évaluation et les districts? Je vais demander à M. Cadrin, il va pouvoir nous répondre. Moi, ça ne change rien, mais je vous le dis, c'est un travail de moine que vous me demandez de faire. Je ne suis pas capable de le faire rapidement. OK, alors, Carrément, parce que dans le fond, voyez-vous, un rôle d'évaluation, c'est une série de données. Je ne sais pas combien il y a de données à l'intérieur de ça, et cette donnée-là ne fait pas partie de l'information. Mais un des alors, paramètres que vous Monsieur avez, Smith, c'est le situs géographique de chacun de ces... Monsieur Smith, j'ai compris ce que vous avez demandé. Ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas prévu dans les contrats d'évaluation, puis c'est un travail qui est très exigeant. Alors, on ne voit pas le lien avec l'évaluation. Est-ce que vous avez des questions précises en lien avec la présentation de Monsieur Cadrin? Je vais vous inviter à faire ces demandes-là Je ferai à la un place. dernier petit point en partant, c'est qu'il y a des grosses différences dans les secteurs des différents districts. Il y en a qui sont très grands, d'autres qui sont relativement petits parce que la population est plus dense. Et il y en a qui sont rurales, qui n'ont pas de service, d'égouts et tout le reste. Donc, de là vient l'intérêt de savoir les évaluations, est-ce qu'ils correspondent à quelque chose, la densité de population ou le fait que ce soit rural contre urbain et tout ça. Mais c'est ça le fondement de ma question. Votre question, si je la traduis comme je la comprends, ça signifie de dire, est-ce que l'évaluation dans un milieu rural tient compte des différentes caractéristiques de son milieu par rapport à un autre qui est dans un milieu urbain? Au niveau de l'évaluation, je vous dis, comme je l'ai expliqué au courant de la présentation, oui, j'en tiens compte. Je divise la municipalité en différents secteurs qui ne sont pas les secteurs électoraux. Je ne les connais même pas. Je ne peux même pas vous dire où est-ce qu'ils sont les limites. C'est public, Oui, mais- il y a déjà mais- le cadre de ça. Mais ça ne me sert pas à l'évaluation. Là, il ne faut juste pas mélanger la taxation versus le rôle d'évaluation. Alors ici, M. Cadrin vous explique le rôle d'évaluation, comment votre résidence, elle est évaluée dans son secteur en lien avec les particularités qu'elle a. Et si vous souhaitez remettre en question, parler de la taxation, d'autres choses, on en reparlera lors d'une autre tribune, mais ce n'est pas la bonne tribune avec M. Ok, Cadrin. très bien, je vois qu'il y a une réticence à Ce n'est partager pas cette une information. réticence, c'est qu'il ne faut pas mélanger les dossiers. C'est simplement ça l'élément. Excuse-moi, moi je suis en anglaise, mais je parle français assez bien. Moi, je veux savoir, est-ce que vous prenez en conséquence qu'il y a des maisons de terrain que chaque année, ils augmentent la valeur du terrain, mais ils sont inondés par l'eau. Ok. Comme à Montréal, vous avez de gros problèmes, comme Roxborough, Pierrefonds. Exact. Maintenant, les valeurs de la maison, bingo. Exact. Je m'excuse, monsieur, juste pour la prise de notes. Quel est votre nom? En français ou en anglais? Si ça change, décidez dans quelle langue, là. Jim Little, Jacques Petit. Monsieur Little, Monsieur Petit, Oui. oui, on tient compte de ces éléments-là. C'est des éléments qui figurent sur l'urbanisme, sur la cartographie de la municipalité. On les a en main. Ce qu'on n'a pas en main, qu'on devrait avoir suite à un règlement de la MRC qui va venir chambarder bien des choses, c'est les zones humides. Les zones humides. OK, OK. Donc, ces zones-là, on n'en tient pas encore compte parce que c'est pas un règlement, c'est pas adopté encore. Donc, on va en tenir compte une fois qu'on aura tous ces éléments-là en main. Mais oui, les zones inondables, comme elles sont connues, comme le zonage.
De la même façon, on va en tenir Parce compte. que juste Villa de Lance, les routes intérieures, ça va coûter environ 12 millions de réparer ça. Ouais. Et ça, c'est une vraie zone d'inondation. Absolument. Merci. Bonsoir, Guylaine Raby. Lorsque vous avez exposé vos tableaux, vous avez dit que la valeur moyenne au lac Clovering de votre dernier rôle d'évaluation était à 747 000 pour une augmentation moyenne de 54 Et le tableau passé rapidement. Et la valeur moyenne des riverains sur le Memphrey est à 1 600 000. Pouvez-vous m'indiquer le pourcentage d'augmentation des valeurs moyennes sur le Memphrey? 37 37 merci. C'est bien inférieur de ce qu'on a connu dans les années passées. Et qu'on soit d'un côté ou de l'autre du lac, là, il y en a une qui est à 36,8, l'autre est à 37,1. Et dites-vous une chose, quand je vous disais que c'est un hasard, c'est pas du tout. Bien, premièrement, les propriétés ne sont pas comparables. D'un côté, on a des petits terrains, de l'autre côté, on a des plus grands terrains. Donc, ce n'est pas le même marché immobilier. C'est deux études complètement distinctes qui se font. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec la présentation de M. Cadrin? Est-ce que c'est M. Petit ou... Ah, OK, M. Petit. Une autre fois. Je veux savoir, est-ce que vous avez un nom d'une personne qui peut aider les clients pour faire des... Des évaluations? Oui. Je voudrais vous dire oui. OK. Mais en Estrie, là, ouais, comme un peu partout au Québec, mais en Estrie, là, les municipalités me demandent de leur conseiller un évaluateur, puis je suis obligé d'aller les retourner vers Montréal. Il n'y a presque pas d'évaluateur ici en Estrie, puis les délais sont très, très, très longs. Il y en a un ici à Magog qui s'appelle Éric Grenier, puis Éric Grenier, OK. un excellent évaluateur. Et il y en a un autre qui s'appelle Michel Simard, mais Michel ne prend plus de nouveaux clients. Il a le même âge que moi, puis il a bien sa poignée de porte, fait que, comme moi. Et donc, c'est compliqué de plus en plus. Si vous connaissez des jeunes qui s'intéressent à l'évaluation, qui aimeraient ça avoir une job, puis assurer de travailler, là, venez-vous-en l'évaluation, c'est bien plaisant. OK. Est-ce qu'on peut avoir son numéro de téléphone? Je ne veux pas ça ici, là, mais vous allez retrouver ça dans le bottin là, facilement. C'est quoi son nom encore? Éric Grenier. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec... oui, n'hésitez pas là. N'hésitez pas parce que vraiment, M. Cadrin, c'est son travail, son équipe. Puis, on a le spécialiste qui peut répondre à tous les fins détails en lien avec son dossier. Hein. Il ne peut pas répondre si ça ne le regarde pas, là, mais... Puis là, vous Alors. allez dire que je reviens rien dans 3 ans? Excusez. Ouais, mon nom, c'est Nick Daou. Je suis nouveau dans la région. Je viens du West Island de Montréal. OK. Je suis venu pour le travail. J'ai acheté une maison. J'aime la région, tout ça. Mais j'ai comme... Je suis pas sur une question autant qu'un commentaire. J'habite au lac Clovering. Ça s'appelle la rue des Hirondelles, dans le fond. C'est Je comme connais. Tourterelle, Hirondelle. C'est une route pas pavée. Pas de lumière. Je suis sur le, tu sais, avec sur le, je passe l'aqueduc, là, j'ai un bionès, puis j'ai une pompe, puis tout ça. Puis je paye plus cher de taxes que mes parents à Montréal en ce moment. Puis j'étais à 15 minutes de char si je clenche d'une épicerie, puis ma maison elle brûle. Si je suis pas au centre-ville, fait que dans le fond, mon commentaire c'était plus, si on parlait de district tantôt, là, tu sais, la ville ne veut pas que ça va se faire de l'argent par la valeur que ma maison qui augmente, tout ça. Je demanderais juste de, tu sais, step up your game à un moment donné. Tu sais, si vous êtes pour, tu sais, récolter des taxes, tout ça, j'aimerais ça que ma rue, tu sais, soit pavée, puis qu'il y ait des lumières, puis des choses de même, parce que, tu sais, c'est certain que, tu sais, je compare d'où est-ce que je viens, puis je paye le même prix, puis j'ai pas les mêmes services, puis tout ça, là. C'est... Je peux vous parler de la valeur de votre propriété, mais la taxation, je vais la diriger, laisser le conseil répondre à ça. Ben, un va Moi, affecter l'autre aussi. Oui, là, tu sais, mais là, c'est- moi, je ne touche pas du tout à la taxation. Ben, mais le fait que j'ai pas une rue pavée puis j'ai pas de lumière, ça affecte Ça affecte la valeur. Exactement. On se tient Et compte il en tient de compte. ce secteur-là. Ok, fait que si je pourrais, si je suis pas d'accord avec une augmentation, Il faut faire attention. Ce qu'il faut contester, c'est la valeur de votre propriété. Si la valeur de votre propriété sur le marché, c'est ce que vous pourriez obtenir, on va vous répondre la même chose.
Les services que vous obtenez de la municipalité, les taxes que vous payez à la municipalité, vous allez Mais la discuter rue en de... face puis le lampadaire, ça affecte la valeur de la maison. Bien, quand je disais qu'on étudiait le marché immobilier dans un secteur comme tel, c'est sûr que ce côté-là du lac ne se compare pas avec l'autre bord. Ce qui fait qu'on va prendre des transactions qui vont s'effectuer là, puis les gens paient avec les mêmes services puis les mêmes situations physiques de lampadaires et autres. Fait que on se dit que dans ce secteur-là, les gens sont prêts à payer ça pour avoir ces services-là. OK. Bon, ça répond à ma question. Désolé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? D'autres questions en lien avec M. Cadrin? Ça va? Et je vous remercie beaucoup, M. Cadrin, pour votre présence, vos explications, votre disponibilité pour les questions. Oui, est-ce que vous aviez... Oui, on se revoit, nous, ici, en séance. Bien, vous allez venir en séance. On va voir qui va être là en séance dans 3 ans. Puis, sinon, bien, M. Cadrin est disponible au téléphone pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup. Bon retour, M. Cadrin. Merci à Mme Courchaine également d'être venue en support aux besoins. Je veux juste quand même, avant de reprendre la séance, je veux juste quand même rectifier certains éléments, pas par rapport du tout à ce que M. Cadrin a dit, parce que M. Cadrin, par rapport, on a mélangé un petit, peut-être monsieur derrière, là, vous seriez mieux d'écouter. Bon, il est en train de partir. Alors, au niveau des... quand on parle de services, de taxation, il faut faire attention, parce que les citoyens, à Magog, il y a le périmètre urbain, les gens qui sont desservis, il y a les non desservis. Ils ont les mêmes services, hein? L'éco-centre, la bibliothèque, le service incendie, ils ont une couverture incendie qui est équivalente. C'est sûr que plus on est loin, plus on est... des fois, ça prend un petit peu plus de temps, mais ils ont une excellente couverture incendie, les stationnements et tout ça. Alors, ce qui fait qu'on a même quand même une équité à Magog, ce qui fait qu'au niveau des taxes, les gens qui vivent, qui ne sont pas desservis, ne payent pas pour... il y a comme une notion d'équité, ne payent pas toujours pour les investissements en lien avec les réseaux d'aqueduc et égouts. Ils payent une partie parce que c'est l'ensemble c'est l'ensemble. Par exemple, pour les commerces, notre rue principale, notre parc industriel, ils payent une partie, mais pour les rues résidentielles, les nouveaux réseaux, c'est juste les desservis qui vont payer. Fait qu'on a cette sensibilité-là d'équité. Puis, je peux quand même, ça, on pourra en reparler s'il y a d'autres commentaires pour ça, mais c'est pas pour rien que la densification, elle est adressée partout au Québec. C'est parce que c'est beaucoup plus de s'étendre, donc d'aller dans les régions non desservies, quand on parle de déneigement, ramassage de déchets, aller desservir ces gens-là au niveau de l'électricité, tout ça, ça coûte beaucoup plus cher. Fait que quand on parle qu'on n'a pas de service en région éloignée versus le périmètre urbain, ce n'est pas vrai parce que c'est pour ça que tout ce qui est orientation gouvernementale, ils veulent qu'on fasse le contraire. Je veux juste rectifier certains éléments parce qu'on a ici 2 interventions, ils ont mélangé un petit peu les concepts, puis de dire qu'on n'a pas de service, c'est faux. Alors, je voulais rectifier ça, mais on aura la chance certainement d'échanger à ce sujet au cours des prochaines semaines.